Madame, Monsieur, bonsoir. Plus de 5 milliards pour 481 micro-projets, de quoi favoriser un développement du monde rural, un accompagnement porté par des conventions. Elles ont été remises ce matin par le chef de l'État aux bénéficiaires. Nous développons cette actualité en ouverture d'édition. Révision du code des personnes et de la famille, où en est-on avec le processus? Comment favoriser son accélération? La pétition pourrait être une solution. Les partenaires engagés s'y consacrent désormais. Vous en aurez les détails dans une poignée de minutes. Apporter du changement dans la vie politique par une victoire à la présidentielle, les candidats en lice mobilisent les bases et se dévoilent davantage. Le MCR était dans les hauts-bassins pour une présentation de son programme, chantier décliné par notre équipe sur place. Semer la désolation, ils en ont fait leur mission. Du Houé au Kadiogo, ils ne sont pas passés inaperçus. Dans leur quête de prouesse, ces malfrats sont tombés dans les mailles de la police judiciaire. Présentation à la presse et détails dans ce journal. Et ce sont là les titres de votre 20h de ce soir. Une fois de plus, bonsoir. Des conventions de cofinancement des investissements signés entre le projet national de développement rural productif et les communes rurales ainsi que les collectivités régionales. Ce sont 5 milliards 578 millions qui sont mobilisés pour la réalisation de 481 micro-projets, de quoi soutenir le développement rural. La remise des dites conventions a été faite par le chef de l'État ce matin à Ouaga. Le témoignage avec Amadou Ilboudo et Olopoda. 313 conventions de cofinancement des investissements communautaires d'une valeur de 5 milliards 578 millions de francs CFA. Des ressources pour donner vie aux micro-projets élaborés par les 302 communes rurales et les 13 conseils régionaux du Burkina Faso. La main tendue du projet national de développement rural productif à ces collectivités territoriales va permettre la réalisation de 481 micro-projets au profit du développement rural. Les investissements prévus concernent entre autres les acquisitions de 20 tracteurs, 11 motoculteurs, 202 motopompes, 394 charrues, 71 800 kg d'engrais, 23 400 kg de céréales pour les déplacés internes, les réalisations de 237 forages, 189 salles de classe équipées, 81 salles de classe, 23 magasins d'intrants agricoles ou de stockage de produits agricoles, 6 marchés à bétail, 10 comptoirs de vente de produits agricoles et de produits forestiers non liés. C'est des financements très sûrs qui nous permettent de faire des réalisations au sein de nos collectivités. Beaucoup de collectivités souffrent de problèmes de recettes. Donc nous demandons en tout cas à ce que ça soit revu à la hausse pour permettre en tout cas de mieux faire toujours. Booster le développement local à travers la réalisation des infrastructures communautaires, l'enjeu ici est d'impacter l'accroissement des productions agro-silvopastorales pour dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi, comme contenu dans l'axe 3 du Plan national de développement économique et social. Ce soutien aux acteurs du développement rural répond au souci du gouvernement de satisfaire les besoins des populations à la base. Un des objectifs souhaités, c'est d'accroître la possibilité de financement de ces communes rurales à travers la mobilisation des ressources aussi vis-à-vis des partenaires techniques et financiers. Et nous devons nous atteler à préparer donc de façon correcte ce dossier de manière à ce que nos différentes collectivités puissent bénéficier des moyens nécessaires à leur épanouissement et à l'épanouissement du peuple burkinabé. En rappel, le projet national de développement rural productif voulu par le gouvernement vise à assurer la continuité et à consolider les acquis du PNGT2 sur une période de 2 ans en attendant la mise en place d'un instrument pérenne de financement du développement des collectivités territoriales. Et avant de poursuivre ce communiqué de presse de la présidence du Faso, le chef de l'État, Rochmat Christian Kaboré, prend part ce mardi 30 juin à Nouakchott, en Mauritanie, à un sommet G5 Sahel-France. Ce sommet fera le point de la mise en œuvre de la feuille de route définie de commun accord par les 5 chefs d'État du G5 Sahel
et le président français Emmanuel Macron lors du sommet de Pau en France. Le sommet de la capitale mauritanienne se tient dans un contexte marqué par la persistance des attaques terroristes dans les pays de l'espace G5 et la détérioration de la situation sécuritaire en Libye, épicentre du terrorisme dans la bande sahélo-saharienne et de la déstabilisation des pays du Sahel. Lors de la dernière session extraordinaire de la conférence des chefs d'État du G5, tenue par visioconférence le 27 avril 2020, les dirigeants de l'organisation avaient lancé un appel pour l'annulation de la dette extérieure des pays du G5 afin d'aider à la relance de l'économie et soutenir la résilience des populations. Retour à l'hémicycle pour les députés. Sur convocation du président de l'Assemblée se tient la deuxième session extraordinaire prévue du 29 juin au 13 juillet. Elle permettra l'examen de plusieurs projets de loi, dont ceux portant code électoral et loi de finances rectificative du budget 2020. L'ouverture de la plénière avec Aras Manezundi et Sekou Zongo. Alassane Bala Kandé ouvre ainsi la deuxième session extraordinaire de l'année 2020 à la demande formulée par le chef du gouvernement. Une session extraordinaire de l'Assemblée nationale qui doit statuer sur plusieurs dossiers, dont le débat d'orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire et économique 2021-2023, le projet de loi de finances rectificative pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2020. À l'ordre du jour, la présentation du rapport de la mission d'information sur l'état d'exécution de la loi portant loi de programmation militaire quinquennale 2018-2022. Le projet de loi portant modification de la loi portant statut du cadre de la police nationale. Le projet de loi portant autorisation de ratification de la souscription du Burkina Faso à l'augmentation du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Le projet de loi portant modification de la loi portant code électoral. Cette deuxième session extraordinaire de l'année doit se clôturer le 13 juillet prochain après épuisement de son ordre du jour, selon Alassane Bala Kandé. L'occasion faisant le larron, le président de l'Assemblée nationale tient ici à féliciter les élus nationaux, les populations et tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de la sortie d'échange et d'encouragement de la représentation nationale dans les régions les plus touchées par l'insécurité. Une révision annoncée depuis 2018 et le processus est toujours en cours pour le Code des personnes et de la famille. Désormais, il faudra aller vite et bien et pour ce faire, la panacée est toute trouvée, une pétition pour une accélération. Elle est en cours d'élaboration par les partenaires que sont l'ONG Save the Children et le ministère danois des Affaires étrangères. À leur côté, pour un atelier qui s'est ouvert ce matin, l'épouse du chef de l'État. Détail avec Adama Guiti et Caroline Henry. Ils viennent d'horizons socio-professionnels divers, mais sur le sujet de la révision du Code des personnes et de la famille, leurs vues convergent. D'ici à 2025, tous mettent les bouchées doubles pour atteindre l'objectif. L'enjeu est aussi bien national qu'international. Le Code des personnes et de la famille, adopté en 1989 au Burkina, est en déphasage avec les textes des juridictions internationales en matière de protection des droits de la jeune fille. Le Code des personnes et de la famille, en son article 238, stipule que, je cite, « Le mariage ne peut être contracté qu'entre un homme âgé de plus de 20 ans et une femme de plus de 17 ans, sauf dispense d'âge accordée pour motif grave par le tribunal civil. Cette dispense d'âge ne peut être accordée en aucun cas pour un homme ayant moins de 18 ans et une femme ayant moins de 15 ans. Cette disposition encourage le mariage d'enfants, puisque, comme vous pouvez le constater, elle est en totale contradiction avec la définition universelle de l'enfant qui retient qu'un enfant est toute personne âgée de moins de 18 ans.
Épouse des membres du gouvernement, épouse du président de l'Assemblée nationale, ONG dont Save the Children et le ministère danois des Affaires étrangères sont aussi engagés en plus du gouvernement burkinabé. C'est un élément essentiel pour nous et l'Assemblée nationale ne pourra que se pencher sur le document, l'analysera, fera certains amendements et le texte sera voté. La présente rencontre se tient sur 2 jours, du 29 au 30 juin. À la fin des travaux, les participants devraient aboutir à la pétition en vue d'accélérer le processus de révision attendu. Couches vulnérables prises en compte dans le code, les femmes et les enfants. Encore plus vulnérables, ceux privés de liberté. Une meilleure prise en compte de leurs droits est donc indispensable pour ceux qui sont chargés de l'application des lois. Fort de cette conviction, 25 officiers de police judiciaire sont en atelier pour s'approprier le nouveau dispositif juridique de protection. À charge pour ces derniers d'être également des relais de la vulgarisation de ces textes. L'ouverture des travaux avec Hassan Gourabou et Rokia Sanou. Officiers de police judiciaire, ils sont instructeurs de personnes chargées de l'application de la loi au Burkina Faso. Autour d'une même table, ces instructeurs se penchent sur le dispositif juridique en matière de protection des droits de la femme et de l'enfant privés de liberté. La finalité, c'est la prise en compte effective des droits humains dans les procédures judiciaires impliquant ces couches sociales. Il y a beaucoup de procédures judiciaires qui sont souvent annulées ou de procédures judiciaires qui sont menées donc en méconnaissant des droits des personnes mises en cause. C'est pourquoi, afin de rendre davantage crédible la justice, qui soit donc respectueuse des droits humains au Burkina Faso, nous avons jugé nécessaire de venir donc voir ces différents instructeurs-là pour renforcer leurs capacités dans le nouveau dispositif juridique. Le Burkina Faso a fait beaucoup d'efforts qui a donc été reconnu par les Nations Unies à travers donc, les rapports que nous avons présentés devant les différents comités. Mais en matière de droits humains, il n'y a jamais la note 18-10. Donc voilà pourquoi nous poursuivons, pour que le Burkina Faso puisse rester donc dans ce cap. 2 jours, c'est le temps imparti pour ce cadre d'échange et de partage d'expériences à Bobo-Dioulasso. Les instructeurs présents à cet atelier sont chargés de transmettre les informations reçues dans les différentes écoles de formation où ils interviennent. Un atelier similaire est attendu à Ouagadougou dans les prochains jours. Également objet d'une campagne de vulgarisation, l'allaitement maternel exclusif. La campagne lancée ce matin au plan national se veut un plaidoyer et une communication pour un changement social de comportement. L'objectif est de renforcer les actions en cours avec l'atteinte d'un taux de 80% à l'horizon 2025. Daouda Ouattara et Maïmouna Traoré. Le lait maternel est un aliment complet adapté aux besoins du nourrisson. Selon les professionnels de la santé, il renforce son système immunitaire et le protège contre les maladies diarrhéiques et les infections respiratoires. Grace Kima l'a bien compris et pratique l'allaitement maternel exclusif. Depuis qu'il est né, je l'allaite exclusivement. Il n'est pas tombé malade encore et j'espère qu'il ne tombera pas malade. Et puis, voilà, ça se passe bien. Une étude menée entre 2012 et 2018 montre qu'au Burkina Faso, le nombre d'enfants allaités exclusivement avec le lait maternel jusqu'à 6 mois est passé de 6 sur 10 à 4 sur 10. Une tendance à la baisse qui invite à l'action pour une amélioration des indicateurs. Plus fort avec le lait maternel uniquement, cette campagne nationale de plaidoyer et de communication pour un changement social et de comportement vise à renforcer les actions en cours. Nous visons l'objectif futuriste d'avoir 80% de mères qui donnent le lait maternel exclusif aux enfants à l'horizon 2025. Nous devons être les porte-parole auprès de nos communautés, auprès de nos familles, pour briser ces pratiques socio-culturelles qui sont tenaces et qui empêchent les femmes de donner exclusivement le lait maternel à leurs enfants. L'UNICEF plaide pour une réactualisation du décret réglementant la commercialisation des substituts du lait maternel. Les compagnies sont souvent très agressives et donc elles poussent, elles font croire aux parents que ces laits ont toutes sortes d'avantages. Il est très important de contrôler le marketing de ces produits qui sont indiqués dans quelques circonstances mais qui sont
qui sont contre-indiqués, je dirais, dans la majorité, la très forte majorité des bébés. Les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur disponibilité à soutenir la mise en œuvre de cette campagne car l'allaitement optimal des nourrissons peut contribuer à sauver la vie de milliers d'enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso. Et quelle est la situation des droits humains dans plusieurs pays africains? Le sujet, comme à l'accoutumée, intéresse à la rencontre annuelle du PNUD. Elle s'est tenue par visioconférence et a permis de regrouper plusieurs ministres en charge de la justice et des droits humains. À l'occasion, le ministre René Bagoro, participant depuis le Burkina, a fait un exposé du système mis en place pour garantir le respect des droits humains. Voyons cela avec Kwalay Nebié et Vincent Kendreburg. À tour de rôle, les ministres de la Justice et des droits humains de plusieurs pays parlent des actions de leurs pays respectifs en faveur de l'état de droit et des droits humains. Participant à cette visioconférence, le ministre de la Justice, René Bagoro, expose la situation au Burkina Faso dans un contexte marqué d'une double crise sécuritaire et sanitaire. Nous avons présenté notamment les mesures prises dans le domaine de la justice, mais également en matière de droits humains, pour faire face à cette nouvelle situation. Et l'objectif étant de montrer les efforts que le Burkina a fait, malgré ces situations qui forcément impactent sur les droits humains. Et nous avons également partagé les expériences des autres pays. Chaque jour, il y a des pas qui sont franchis. Il y a des réformes qui ont été prises pour assurer que la justice devienne indépendante et que tous ceux qui vont avec le respect des droits de l'homme le soient également. Nous avons apprécié, par exemple, que le gouvernement, avec les parties prenantes du Burkina, ait mis en place la Commission nationale des droits de l'homme. C'est des institutions qui permettent aussi à faire un monitoring, les suivis sur l'état de respect des droits de l'homme dans les pays. Mais la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso est sujette à certaines critiques quant au respect des droits humains. Le ministre de la Justice se veut rassurant. Chaque fois que des dénonciations sont faites, nous les prenons au sérieux, nous menons des enquêtes. S'il y a des travers, nous travaillons à les sanctionner. Cette réunion annuelle du PNUD se déroule sous le thème « L'avenir que nous voulons, état de droit et droits de l'homme, sécuriser le contrat social ». Nous vous le disions en titre, la présidentielle à l'horizon, les stratégies se préparent dans les différents partis politiques. Les programmes sont de mise pour convaincre la base avant d'aller à l'assaut de l'électorat. Le MCR, Mouvement pour le changement, s'inscrit dans la dynamique avec la présentation du programme de son candidat Tahirou Barry. C'était ce matin dans la ville de Sia. Nous en apprenons davantage avec Brissa Traoré et Kadouro Menki. J'affirme, je persiste et je signe. Je suis toujours et je demeure encore candidat à la prochaine élection présidentielle. Ainsi, Tahirou Barry confirme sa candidature à la présidentielle de novembre 2020. Un candidat qui se veut celui de la jeunesse avec un agenda clairement défini, une fois à Kosiyam au soir du 22 novembre. Dès la mise en place du gouvernement de 15 vertueux et grands technocrates et serviteurs de l'État, en 48 heures, je dis bien 48 heures, je m'engage à, en 30 jours, premièrement, procéder à la nomination dans toutes les hautes fonctions et directions civiles et militaires de l'État de grands leaders, visionnaires, honnêtes, patriotes et travailleurs, après naturellement une enquête sérieuse de moralité. En un an, 8e activité, réduire de façon substantielle le train de vie de l'État avec la suppression des institutions sans portée véritable sur la gouvernance publique. Le MCR, Mouvement pour le changement et la renaissance, se définit comme l'héritier de l'idéal révolutionnaire. Selon son président, le parti est soutenu par une coalition de partis politiques et d'associations à travers le pays. Un président qui sollicite la bénédiction des sages et la manne des ancêtres pour le rayonnement du MCR au Burkina Faso.
137 organes de presse privés bénéficiaires de la subvention et du fonds d'appui contre un total de 500. Un collectif a alors initié une rencontre avec le ministre de tutelle pour demander un élargissement. Le dit collectif affirme ne pas se retrouver dans la clé de répartition élaborée par les fêtières des associations des organes de presse privés. Les premiers échanges de ce 29 juin avec Paul David Bambara et Draman Aguéné. Le ministre de la Communication qui écoute attentivement le cri de cœur du collectif des patrons de presse privée. Des organes de presse privés non bénéficiaires de la subvention, encore moins du fonds d'appui accordé par le président du Faso dans le cadre du Covid-19. Seulement 137 organes de presse ont pu postuler à la subvention et au fonds, alors que plus de 500 organes de presse sont dénombrés au Burkina. Ces patrons demandent à être pris en compte. Lors de la rencontre, on a vu que beaucoup d'organes n'ont pas pu déposer. Parce qu'honnêtement, les conditions sont très difficiles dans ce contexte de lutte contre le Covid-19. Donc, on a vraiment demandé à monsieur le ministre de revoir de sorte à ce que tous les organes puissent bénéficier cette année de la subvention. Les conditions de répartition de la subvention sont déterminées par la fêtière des associations des organes de presse privés à laquelle ce collectif ne fait pas partie. Je leur ai dit que j'allais me retourner vers les fêtières parce que l'arrêté qui assure la répartition de la subvention a été prise par les fêtières qui sont reconnues actuellement. Et nous souhaitons que les associations, les patrons de presse qui ne sont pas à l'intérieur s'organisent pour être également représentatifs et prendre pouvoir à la discussion. Notre objectif n'est pas d'exclure quelqu'un, notre objectif est que tout le monde puisse y être membre et pouvoir décider. La subvention, c'est 400 millions de francs CFA. Elle doit être répartie par les fêtières, les associations des patrons de presse, sous donc l'administration du ministère des Finances et du ministère de la Communication, à l'ensemble des patrons des entreprises de presse qui répondent à des critères que les patrons de presse ont eux-mêmes définis. C'est ça qui est important. Le deuxième point, c'est le fonds. Le fonds, lui, c'est un crédit à taux de 4%, toutes taxes comprises, que nous avons décidé cette année de destiner exclusivement au fonctionnement des entreprises. Et nous avons demandé au président du Faso de l'étendre également aux entreprises de communication, notamment tous ceux qui sont dans l'affichage, qui également été victimes de la Covid. La subvention, comme le fonds, ne servait qu'à l'équipement des entreprises de presse privée. Dans le cadre du Covid-19, le ministère de la Communication a pu obtenir une dérogation spéciale. Subventions et fonds peuvent cette année servir exceptionnellement au fonctionnement des organes de presse privés, payer les loyers et payer les salaires. Objet d'échange également la dynamique de l'investissement au Burkina, les perspectives de consolidation et de développement dans un contexte de relance économique. Et pour ce faire, le ministère du Commerce a réuni investisseurs, patrons d'entreprises et journalistes. La rencontre s'est tenue ce 29 juin, comme nous le relatent Nongba Kouda et Sébastien Zongo. Face aux investisseurs, aux patrons d'entreprises et aux journalistes, le ministre en charge du commerce et de l'industrie présente la note de conjoncture sur la dynamique des investissements au Burkina Faso. Le document d'orientation présente aussi les perspectives de consolidation et de développement dans le contexte de la relance économique post-crise sanitaire. Il développe 4 axes: la politique de promotion des investissements, les impacts des mesures d'accompagnement, les principales contraintes à l'investissement et les perspectives de relance. Aruna Kaboré précise qu'il faut des réformes de nature à rendre le Burkina Faso plus attrayant. L'axe qui a été choisi, de dire qu'il faut d'abord faire les réformes. Il faut faire les réformes pour à la fois faciliter la réalisation des affaires au Burkina Faso, pour améliorer le climat. Les réformes pour permettre donc de réduire ou si vous voulez annihiler les difficultés d'accès aux licences d'affaires. Les réformes qui permettent donc de garantir les investissements. Les réformes qui permettent donc d'accompagner les investisseurs, les réformes qui permettent donc de promouvoir les produits locaux. Aruna Kaboré rappelle aussi que l'État burkinabé, à travers le Bureau de restauration et de mise à niveau, a réalisé des interventions dans le cadre du programme de restructuration des entreprises en difficulté. Aujourd'hui, c'est beaucoup de milliards que l'État utilise à travers les instruments comme la fiscalité pour les exonérations, au niveau donc, de la fiscalité de porte, quand il s'agit donc de la TVA, les exonérations au niveau de la douane, et au niveau donc de la fiscalité intérieure pour permettre aux gens donc d'investir, en se disant que d'ici 3-4 ans, il y aura donc des retours aussi
d'investissement donc au profit de tout le monde parce qu'on crée des emplois, on crée un certain nombre de choses. C'est beaucoup d'argent qui sont investis et je pense que c'est en train de produire donc les effets. Pour ce qui concerne les contraintes à l'investissement, elles sont principalement d'ordre conjoncturel et structurel, selon le ministre Aruna Kabore. Un mécanisme qui pourrait être un instrument efficace de développement au profit des populations. Il s'agit du Fonds minier de développement local et des taxes superficiaires. Il est objet d'audits pilotés par la Cour des comptes. Les résultats sont diffusés depuis ce matin à la faveur des premières journées de présentation. Jean-Eudes Bayala et Ernest Kambiri. Le Fonds minier de développement local fait son audit. Appelé au rapport les acteurs chargés de la collecte, de la répartition et de la gestion des revenus miniers rétrocédés aux collectivités territoriales. Pour la recherche, la vérification et le diagnostic, la Cour des comptes qui a sillonné le pays pour auditer le fonds, un mécanisme mis en place par le gouvernement burkinabé dans une approche multisectorielle pour tirer les dividendes du secteur minier, aussi vaste soit-il. Et le moins que l'on puisse dire, 4 ans après la mise en œuvre du mécanisme, point de retombée sur le développement local en vue. Au moment, non, je dois vous l'avouer, puisque c'est un début, le mécanisme n'est pas encore bien maîtrisé. Et nous allons justement faire des recommandations aux décideurs. Quels sont les maires, quels sont les conseillers régionaux, quels sont les départements ministériels, quelles sont les sociétés minières, qu'est-ce que la chambre de mines, pour que ce fonds minier-là soit véritablement un instrument efficace de développement socio-économique au profit du développement donc, de nos différentes localités qui abritent justement des sites miniers. Autour de la table ce matin donc, pour ouvrir les premières journées des résultats de l'audit, les OST, les organisations de la société civile et les représentants du Parlement burkinabé. Ensemble, ces acteurs qui interviennent dans le secteur minier vont prendre connaissance du document et peaufiner un contrôle citoyen plus juste et plus équitable. Autre titre de l'actualité, 4 malfrats qui sévissaient dans le Oué et dans le Kadiogo ont été mis aux arrêts par le service régional de la police judiciaire du centre. Présumés auteurs d'actes de grand banditisme, ils sévissaient depuis 2018. Leur mode opératoire et leurs activités sont dévoilés au cours de leur présentation à la presse. Le compte-rendu de Rasmane Zoundi et Vincent Kenrebeu. Coup de filet de la police dans le milieu de la délinquance. 4 personnes sont arrêtées, parmi lesquelles 2 militaires radiés qui se sont reconvertis dans le braquage à main armée. Dans le lot de matériel saisi, un Kalachnikov, un pistolet automatique avec des chargeurs et des munitions en quantité importante. L'exploit est du service régional de la police judiciaire du centre Sizawemtenga à Ouagadougou. Ces réseaux se composent comme suit. MP, 33 ans, il est domicilié à Taptenga, à Ouagadougou. C'est un récidiviste. ZS, 31 ans, mécanicien, il est domicilié au quartier Nagrin de la ville de Ouagadougou. SS, employé de commerce domicilié au quartier Tampui de la ville de Ouagadougou. KWJR, 29 ans, résident à Yalgo, Sanmatenga. Selon le commissaire principal de police, Saïbou Galbané, ce réseau a commencé ses opérations depuis 2018 à Bobo Dioulasso, avant de s'investir dans la capitale. En général, les délinquants évoluent sur des motos sans plaque d'immatriculation. Au moment des opérations, 1 ou 2 personnes tiennent en respect les victimes en leur sommant de se coucher sous la menace d'armes à feu. Pendant ce temps, certains font le guet et renseignent les autres membres sur les éventuels risques. Ainsi, les délinquants dépouillent systématiquement leurs victimes de leurs biens, puis se retirent des lieux en faisant des tirs à blanc. La police a pu recenser une quarantaine de braquages commis par ce réseau depuis 2018, seulement à Ouagadougou, avec une trentaine de victimes identifiées. Le cumul du préjudice causé aux honnêtes citoyens est estimé à près de 10 millions de francs CFA.
Dernier élément de cette édition, notre collègue précédemment réalisateur à Radio Burkina est décédé le 26 juin dernier, a été inhumé ce 27 juin à Kouéré dans les Cascades. Adjouma Joseph Sirima a été accompagné à sa dernière demeure par de nombreux parents et amis. L'adieu avec Lamine Karantao et Rukia Sanou. Des adieux à un fils, un père, un frère, un compagnon de route. C'est à Kouéré que se scelle l'ultime séparation entre Adjouma Joseph Sirima et tous ceux qui l'ont connu et aimé. Au-delà de l'amitié, il était un frère pour moi. Un homme discret d'abord, très discret, qui se connaît et qui sait dire ce qu'il faut dire et au moment qu'il faut le dire. Sirima fut pour moi un formateur, je dirais un père spirituel sur le plan professionnel. Le jour qu'il devait faire son accident, on était ensemble. Mais là, je suis parti à la maison. On m'appelait avec son portable, j'ai cru que c'est lui qui m'appelait. Quand j'ai dit, mais répétez, qu'est-ce qui se passe? Une voix me dit que non, c'est pas lui. C'est le propriétaire du téléphone qui vient de faire un accident. C'est en 1986 que Joseph Sirima débute sa carrière à Radio Bobo. Après 20 ans passés dans cette antenne régionale, il rejoint Radio Burkina en 2007. Faisant preuve d'ardeur dans le travail, tu as apporté ta pierre à l'édifice de la chaîne au cœur des grands événements. Nous avons le cœur meurtri de savoir que tu nous quittes à quelques 6 mois de ta retraite après 34 ans de bons et loyaux services rendus à la nation. Et Sirima, tu nous manqueras à jamais. Nous sommes rentrés dans la fonction publique le même jour. Nous avons cheminé ensemble. Je retiens de Sirima un homme très simple, serviable et dévoué pour son travail. Big Joe, le philosophe, Gattuso, bref, Adjouma Joseph Sirima, tu t'en vas laissant derrière une veuve et 3 enfants inconsolables. Et au-delà, une grande famille de la RTB affligée. Et nos pensées vont toujours à la famille éplorée. C'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, Dieu voulant. Bonsoir.